mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à tous. Si Emmanuel Macron s'est refusé à nommer Lucie Castet première ministre alors qu'elle a été désignée pour ce poste par la coalition sortie majoritaire des élections législatives, c'est entre autres raisons parce que Lucie Castet est très engagée dans la lutte contre le démantèlement des services publics. Elle a étudié de près, en particulier, comment les gouvernements néolibéraux de Sarkozy, Hollande et plus encore Macron se sont employés à diminuer drastiquement le nombre de fonctionnaires pour confier les tâches de ces derniers à des cabinets de conseil. McKinsey, bien sûr, par exemple, mais aussi beaucoup d'autres, notamment le cabinet Roland Berger, moins connu alors qu'en fait c'est celui qui reçoit, sauf erreur, le plus d'argent de l'État pour des missions publiques. Les services de ces cabinets représentent un coût faramineux pour le contribuable, alors qu'en réalité, ils sont beaucoup moins efficaces souvent que les administrations qu'ils remplacent. On reçoit aujourd'hui Claire Lemercier et Willy Pelletier, qui ont dirigé avec Julie Gervais il y a quelque temps une belle somme sur la valeur du service public. C'est le titre de cet ouvrage collectif qui était paru à la Découverte, et qui viennent de faire paraître, toujours à 3, mais nous avons 2 invités seulement, La haine des fonctionnaires aux éditions Amsterdam. Bonjour Claire Lemercier, Willy Pelletier. Bonjour. Bonjour. Claire Lemercier, vous êtes historienne. Willy Pelletier, sociologue. Julie Gervais, qui a co-dirigé ces ouvrages, ou co-écrit ces ouvrages avec vous, est politiste, je crois. Donc, 3 chercheurs en sciences sociales. Peut-être qu'on peut commencer en revenant sur le lien entre ces 2 livres. La valeur du service public d'un côté, la haine des fonctionnaires de l'autre. C'est une même nécessité qui vous a fait écrire ces 2 livres, une nécessité brûlante d'actualité, on le voit bien. Je rappelais l'enjeu autour de Lucie Castet. Oui, comme c'était indiqué tout de suite, si Emmanuel Macron avait nommé Lucie Castet, en réalité, là pour le coup, lui qui avait écrit un livre Révolution, ça aurait été une révolution. Parce que Emmanuel Macron, c'est le nom d'une entreprise. Emmanuel Macron, c'est le nom de cette entreprise qui est la colonisation dans l'État d'une nouvelle élite, la noblesse managériale publique-privée. Ce qui était l'objet du livre La valeur du service public, c'est ce nom collectif, Emmanuel Macron. Alors que la noblesse managériale publique-privée, ce sont ces hauts fonctionnaires formés à détester les fonctionnaires et formés à leur imposer des règles fantasmées d'ailleurs, parce que plus dures que dans le privé, du privé, et qui eux-mêmes ont des carrières qui vont et viennent du privé au public. Un poste dans l'État, un haut poste dans l'État, amenant à un plus haut poste dans le privé qui amène ensuite à un retour dans l'État à un plus haut poste. Exemple Alexis Kohler, mais tant d'autres. Son binôme à Emmanuel Macron. Et Lucie Castet, bien c'est l'inverse. C'est la résistance dans l'État de hauts fonctionnaires qui pensent encore que le service de l'État, c'est le service de l'intérêt général. Donc, effectivement, le lien est tout à fait simple à effectuer. On est presque surpris qu'il y ait encore des gens comme elle qui n'aient pas été éjectés du système, avec le type de valeurs qui sont les siennes, sachant que tout est fait, évidemment, pour inculquer ce new public management, avec en plus une dose supplémentaire de dureté et de violence, parce que comme vous le soulignez, il y a toujours une culpabilité à être fonctionnaire. Il y a toujours une culpabilité à payer des fonctionnaires, parce qu'un fonctionnaire, c'est forcément quelqu'un qui potentiellement est mauvais. Dans cette culture de haine des fonctionnaires qui s'est développée depuis les années 80, je pense, on peut dire, peut-être même avant. Oui, qui a une longue histoire, en fait. Il y a une haine des fonctionnaires qui est aussi ancienne que le mot fonctionnaire. Qui date du 19e siècle en France. C'est les caricatures de Courteline à la fin 19e et de Coluche à certains moments. C'est le fonctionnaire avec le petit creux sur la chaise à la forme de ses fesses. C'est aussi le fonctionnaire paresseux et hostile au guichet. Cette haine-là, elle est très, très, très ancienne. Et ce qui fait mal, je pense encore aujourd'hui, aux fonctionnaires qui la reçoivent, cette idée de fonctionnaire paresseux, administratif,
administratif inutile, c'est que cette haine-là, elle a été construite pour se moquer de qui ? Elle a été construite pour se moquer de fils de bourgeois qui étaient stagiaires non payés dans des ministères à Paris au milieu du 19e siècle. Ou qui n'étaient pas forcément inactifs, mais peu importe. En fait, leurs parents se chicanaient entre eux. Ton fils, il est fonctionnaire non payé au ministère de l'Intérieur. En gros, il aurait mieux fait d'aller dans l'armée ou faire une entreprise. Mettons. Le problème, c'est que cette haine-là, quand on dit les fonctionnaires, déjà au 19e, elle retombe sur les facteurs, qui à l'époque font leur tournée à pied. Ils font des fois des dizaines de kilomètres par jour. Et donc aujourd'hui, elle retombe sur les aides-soignantes, par exemple. C'est un petit peu un souci. Mais cette haine-là, elle est très très ancienne. Donc on pourrait se dire, pourquoi faire un livre de sociologie, de sciences politiques aujourd'hui ? Pourquoi en parler en lien avec Lucie Castet ? Et effectivement, ce qui s'est quand même renouvelé depuis les années 70-80, malheureusement, dans les hautes sphères des universités, de par le monde, qui ont inventé ce nouveau management public. Et ensuite, notamment dans les écoles de formation des hauts fonctionnaires, où des fonctionnaires forment d'autres fonctionnaires, c'est que ces fonctionnaires forment ces autres fonctionnaires à haïr les fonctionnaires, à haïr le principe même de la fonction publique, qui convoit ces vieilles caricatures sous de nouveaux atours, avec des statistiques et tout ce qu'on veut, mais en disant c'est moins efficace que le privé. C'est qu'effectivement, depuis les années 70-80, on forme, depuis tout petit, si j'ose dire, parce qu'en plus on les forme très jeunes en France, nos dirigeants de la fonction publique à mépriser, haïr leurs subordonnés, voire à se mépriser, se haïr eux-mêmes en tant qu'ils ne font pas une si belle carrière que les gens dans le privé. Et donc, forcément, ces gens-là sont maintenant dirigeants de l'ensemble des services publics depuis bien les années 2000, dirigeants aussi d'une bonne partie des partis politiques, qui recrutent aussi dans ces hautes sphères du public. Et on voit cette haine de soi partout être très violente. Et du coup, c'est vrai que c'est particulièrement ironique de voir Emmanuel Macron critiquer Lucie Castet, en particulier en tant qu'elle serait une énarque parisienne, si j'en crois certains retours sur ce qui lui plaît pas ou sur ce qu'il dit qui lui plaît pas. Alors bon, Emmanuel Macron est aussi un énarque parisien. C'est aussi un grand bourgeois amiénois au départ. Et Lucie Castet n'est pas née à Paris non plus, donc à un moment, tous les énarques sont parisiens quand ils travaillent dans les ministères. Évidemment, ce qui lui déplaît, c'est que ce soit une énarque parisienne, pas comme les autres énarques parisiennes, qui n'a pas cette haine paradoxale de la fonction publique, y compris haute, et qui s'intéresse aussi aux fonctionnaires pas énarques. Mais si on revient sur le développement de cette haine du fonctionnaire qui, vous le disiez, vient de très loin, d'un tout autre contexte, elle a été instrumentalisée dans le cadre du déferlement de cette idéologie néolibérale, néoconservatrice à partir des années 70, pour remettre en cause, en réalité, un scandale, ce qui apparaissait comme un scandale absolu du point de vue de l'opinion publique essentiellement anglo-américaine. Quand on lisait The Economist en particulier dans les années jusqu'à récemment, c'était absolument frappant. Donc ce quotidien, cet hebdomadaire de référence des élites économiques, en particulier anglo-américaines, le scandale français, c'est l'existence partout de services publics efficaces, peu onéreux, pour un bien-être de la population dont on ne dira pas qu'il était, il ne faut pas le fantasmer évidemment, qu'il était idéal, mais enfin il y avait par exemple, c'était reconnu jusqu'à la fin des années 90, un système médical français, de santé français qui était le meilleur du monde, clairement. Il fallait absolument détruire tout ça, et ce motif idéologique de la haine des fonctionnaires, me semble-t-il, a participé du développement de cette idéologie-là avec d'autres éléments, et en particulier le New Public Management, sans doute, qu'on a mis à enseigner à l'ENA, je crois, à partir des années 90. Oui, absolument, mais ce qu'il y a de neuf aujourd'hui, et c'est aussi l'origine et l'objet du livre, c'est que nous sommes à l'entrée d'un moment historique rare. Nous sommes à un point de basculement. Cette haine des fonctionnaires, des entrepreneurs en démolition de la fonction publique, libéraux, se conjugue aujourd'hui à d'autres formes de haine des fonctionnaires. De sorte qu'il y a trois flots de haine qui inondent les fonctionnaires. Et notamment, en milieu populaire, l'amorce d'une vraie détestation des fonctionnaires, qui n'existait pas auparavant. Ça, c'est un premier flot de haine. Et le second flot de haine, c'est
la haine des fonctionnaires contre eux-mêmes, c'est-à-dire contre ce qu'ils sont obligés de faire, qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils ne veulent pas faire, et que ça leur coûte de faire, que ça leur coûte, y compris du point de vue de la pénibilité, etc. Donc, on a des services publics qui ont été à ce point modernisés, c'est-à-dire en réalité massacrés, oui. Qu'ils ont beaucoup été défaits, pratiquement. Mais là, désormais, ils sont défaits symboliquement, dans leur légitimité, par en haut, mais aussi par en bas, de telle sorte qu'ils sont pris en étau et comme broyés dans un processus infernal qui, effectivement, donne tous les moyens, désormais, si on ne réagit pas, et ce livre est aussi une forme d'alerte, donne tous les moyens pour les liquider, en vérité, presque complètement. On ne se rend pas compte, quand on est partie prenante de la petite bourgeoisie ou de la bourgeoisie, c'est-à-dire ou de la noblesse managériale publique-privée, ce que l'on fait endurer dans les milieux populaires qui n'ont comme seule aide sociale possible, comme seule protection possible, que les services publics. Il y a dans l'interaction, dans la relation quotidienne à la fonction publique, une aide qui est une aide empêchée. Bon. Empêchée parce que les fonctionnaires n'ont plus les moyens d'aider. Bon. Et cela produit une forme de colère, de rage, de fureur. Nous la disons telle qu'elle s'énonce dans le livre, c'est-à-dire sans précaution, hein. Bon. Telle qu'elle s'énonce, de fureur en milieu populaire qui atteint très directement la légitimité des derniers à pouvoir aider. Or, c'est très grave, et je terminerai par là, parce que tout cela accroît l'océan des colères en milieu populaire, et pour beaucoup, le vote RN est la somme de ces colères. J'allais vous poser la question. En effet, ça semble alimenter le vote pour ce parti qui pourtant a bien l'intention, si jamais il arrivait au pouvoir, comme ça a failli être le cas grâce à Emmanuel Macron, de poursuivre le démantèlement des services publics. Mais Claire Lemercier, je vous repasse la parole. Oui, il y a aussi beaucoup d'expériences personnelles vivant dans l'aine de ce que sont ces campagnes désertées par les services publics où les colères populaires sont canalisées notamment par le RN. Après, on a eu tous les deux l'occasion d'en parler beaucoup dans les médias ainsi que plein d'autres spécialistes dans l'entre-deux tours. Les campagnes ne sont pas uniformes, notamment. Et les lieux qui votent RN ne sont pas que des campagnes privées de services publics ou que des campagnes populaires. Il y a bien d'autres haines, évidemment, portées par le RN, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir à quels endroits se joue un cercle vicieux, où les ressentiments ne sont pas pris en compte, où les personnes sont effectivement abandonnées, où les guichets ferment, où il n'y a pas non plus de capacité de réaction collective locale, pas de lieu commun, et où ça part dans l'abstention dans le vote RN. Et puis d'autres campagnes où ça résiste, même si c'est difficile, avec des initiatives locales, municipales, associatives, voire lucratives quand c'est un café ou une librairie qui prend en charge le service public. On voit à quel point c'est fragile, à quel point ça n'est pas un contre-modèle tout seul qui serait viable partout et tout le temps. Mais c'est pour dire aussi qu'il n'y a pas de fatalité parce que des gens vivraient à la campagne sans service public à ce qu'ils se transforment en gros racistes réactionnaires. C'est des configurations locales dont un point essentiel est y a-t-il des lieux où les gens se rencontrent? Et c'est ce à quoi travaille Willy avec sa casquette coude à coude et sa campagne des banquets. Mais c'est un des aspects des services publics qui est un peu oublié souvent. C'est les services publics en tant que lieu, tout bêtement, en tant qu'espace physique. Aussi. Alors de sociabilité, on imagine tout de suite des gens qui se font la bise et qui se racontent des histoires sympathiquement au café, ça peut être ça dans le meilleur des cas, mais même une file d'attente, même une salle d'attente, où il n'y a pas forcément une grande sociabilité, où on peut s'énerver parfois ensemble, peuvent être au moins des endroits où on fait société, quitte à être pas content ensemble. Et l'historique de cette exaspération de la haine des milieux populaires envers les fonctionnaires qu'évoquait Willy, c'est en partie d'abord la segmentation sociale
de ces lieux, de ces services publics, de ces lieux d'attente et autres, hein, ce qu'évoquait Dominique Mémy dans notre précédent ouvrage, mais de plus en plus, on a des services publics pour les ultra-pauvres, où les conditions d'accueil sont généralement plus mauvaises, mais même lorsqu'elles sont bonnes, où c'est stigmatisant de se rendre, parce que c'est réservé aux ultra-pauvres ou aux personnes très en difficulté sur d'autres plans, santé ou autres, des endroits pour les classes moyennes, des endroits pour les riches, puisque certains services publics sont de fait réservés aux riches, mais assez peu d'endroits où on se croise. La première étape, donc, ça a été cette segmentation des publics, et la seconde étape qui nous a vraiment beaucoup frappé et qui est une des raisons pour moi, en tout cas, de l'écriture de ce second livre, c'est la disparition de la physicalité des services publics par la dématérialisation, qui avait commencé en 2021, lorsqu'on a écrit cet autre livre, Clara Deville, la sociologue notamment, nous en avait alerté, mais qui nous a explosé à la figure lors des rencontres sur ce livre. Alors ça, c'était une aubaine extraordinaire pour le mot d'ordre néolibéral, faire plus avec moins. Hein. Effectivement, c'est le tout numérique. Une bonne solution, ça a paru être, et ça reste, hein, le numérique qui est la solution à tous les problèmes, au sens où on pense que ça va éviter de payer des gens, des permanents, et là encore, finalement, permettre de se débarrasser des emplois de fonctionnaires. Oui, ce qui relève d'une croyance en partie magique, hein, de la part de nos élites qui ont très peu de formation informatique par ailleurs. C'est qu'il y a quand même des gens derrière quelque part. Donc en partie, il y a une conscience que ça va bénéficier aux entreprises des copains dans certains cas, ou aux entreprises avec un grand E en général. Voilà. C'est des marchés à distribuer privé, naturellement. Il n'y a pas de service public du numérique. Il y a très peu de services publics du numérique. Il y a très peu d'informaticiens dans l'État, pour être précis. Il y en a aux impôts, ce qui fait que les services sont plus sécurisés et un petit peu plus ergonomiques. Aussi parce que les impôts, c'est un service public qui s'adresse principalement aux riches. L'impôt sur le revenu, c'est déjà les 50% les plus riches. Et quand les gens se plaignent que le site est mal fichu, au bout d'un moment, on finit par les écouter. En gros, si c'est un site d'aide sociale, évidemment, ça n'est pas la même histoire. Sa conception va être sous-traitée à une société privée, va être faite sans coordination, même pas avec les usagers ou les associations d'usagers, mais sans coordination avec les personnes qui faisaient ce service auparavant au guichet, et on obtient des aberrations totales. Mais vu de loin, en effet, c'est le rêve de la technologie, c'est remplacer des personnes par un instrument, c'est remplacer des personnes par une entreprise, c'est le rêve néolibéral. C'est la fermeture de toutes les formes d'accueil par des humains au profit de formulaires numériques qui ne comprennent pas des cases adaptées à la réalité, mais qui vont faire qu'au moment où l'usager a enfin accès à un humain, il est déjà énervé par l'interface numérique, par l'absence d'heures d'ouverture, etc. Donc ça ajoute vraiment à ce sentiment d'abandon, enfin, qui n'est pas qu'un sentiment. Les classes populaires ne sont pas stupides, elles comprennent bien qu'elles ont été sacrifiées dans cette histoire. Je pense que cette différenciation, elle est vraiment fondamentale parce que ça correspond quand même à une philosophie politique générale qui était déjà, qui a été celle de tous ceux qui ont œuvré pour la néolibéralisation, pour la marchandisation générale de tous les aspects de la vie sociale. Et là, je ne pense pas seulement aux penseurs américains ou autrichiens du néolibéralisme, je pense à quelqu'un comme Jacques Delors, je pense à quelqu'un comme Padoa Schioppa côté italien, qui disait, dès les années 80, il faut que les populations arrêtent de penser qu'on va rester éternellement dans les 30 glorieuses et que la vie, finalement, doit être confortable pour tout le monde. Il n'y a pas de raison pour qu'une société marche bien. Hein. Il est logique qu'une bonne partie de la société souffre, finalement, et qu'il n'y en ait qu'une petite partie qui s'en sort très bien et une partie pas très grande qui s'en sort acceptablement, quoi. C'est aussi la logique de la fin de la classe moyenne, dans un certain sens. Oui, moi je serais favorable à une campagne qui obligerait chaque député élu à vivre 3 mois, 4 mois, 5 mois au SMIC, puisque la France est smicardisée. Vous avez aujourd'hui un salarié sur 6 qui vit tout le temps au SMIC, sans possibilité d'en sortir. Une sorte de stage professionnel. Quand on prétend représenter, eh bien... Alors, est-ce que c'est une idée loufoque? Non, ça existait à l'ENA. Ah oui. Hein, il y avait les stages auparavant de l'ENA, alors que c'était plus soft, hein, mais dans les conditions du direct. Et je vous assure qu'ils viennent en Picardie vivre comme mon voisin qui est salarié agricole et qui ne peut pas se chauffer et qui ne peut pas remplacer sa fenêtre fissurée et qui roule à mobilette et qui s'en va glaner du bois sur les chemins l'hiver, pour un tout petit peu savoir ce que c'est que de souffrir. Parce qu'il y a des mots
Et puis ensuite, il y a ce que les gens vivent. Et dans les mots de ces élites managériales, il y a en réalité très peu de vécu. Bon, alors il faudrait. Alors c'est l'inverse du livre. le livre donne plein de vécu de gens qui ont plein de raisons d'être en fureur parce que ils sont à la peine. Bon. Mais la logique du livre va à l'inverse de quelque chose qui accompagne cette néolibéralisation, c'est le travail pour invisibiliser les effets. On sait que la Macronie, mais déjà sous Hollande avant, ça s'est accéléré sous Macron, s'est employé à supprimer les observatoires divers et variés de la vie sociale qui alertaient sur des problèmes de plus en plus massifs. Et de même, on pourrait dire la même chose pour la situation des médias. Il n'y a plus aucune place nulle part, et aux médias, on essaye de remplir ce rôle parmi d'autres, pour l'expression du vécu, du quotidien et de la vision du monde par conséquent, et des problèmes de ceux qui sont de plus en plus nombreux et qui vivent de plus en plus mal. Il me semble que cette logique aussi, un néolibéral, consiste à casser les thermomètres pour ne plus qu'on ait conscience en réalité qu'une bonne partie du corps social est malade, et en tout cas souffre. Ça fait partie du dispositif et je vois bien que votre livre cherche à aller dans l'autre sens. Tout à fait, et en même temps, il met l'accent sur ce cocon dans lequel habitent nos élites, sur ce qui fait qu'elles ne voient pas. Puisqu'il y a des personnes idéologiquement convaincues, un peu conscientes quand même de ces effets, qui se cachent les yeux volontairement. Il y en a d'autres qui, tout simplement, en vivant avec leurs collègues, en étant déjà débordés par leurs heures de travail, etc., n'ont jamais l'occasion. Mais c'est quelque chose qui a été construit collectivement sur des années et dont il est difficile de sortir, une sorte de cage dorée. Et on évoque un témoignage qui nous a été donné dans une des rencontres autour du livre d'un haut fonctionnaire du budget à Bercy, qui était chargé d'établir, donc de couper dans le budget de la justice. Et le ministère de la Justice, habilement, l'invite à visiter une prison complètement délabrée. Et donc, il y est allé finalement. Mais ses collègues ont essayé de le dissuader d'y aller, en disant tu vas te faire stockholmiser, donc le ministère de la Justice ou les surveillants, etc. vont te prendre en otage. Et tu vas te mettre à raisonner autrement. À raisonner comme eux. Mais donc ça, c'est très violent dans ce que ça dit de la volonté de ne pas entendre. Ça veut dire que les autres ont conscience de ce qui se passe. Les assimiler plus ou moins à des preneurs d'otages, mais ça veut dire qu'ils ont conscience que si on va dans une prison délabrée, on va avoir un petit peu plus de mal à couper dans le budget du ministère de la Justice. Et que la solution, c'est de ne pas y aller. Et il y a vraiment, c'est ce qui est raconté, au-delà de ce cas et de cette expression, cette logique de rester dans sa tour d'ivoire. En plus, physiquement, ils sont plutôt dans les étages élevés de Bercy, et de regarder la France de haut et de loin. Et en plus petit, c'est ce qu'on racontait dans le premier livre, aussi grâce à des contributions de Willy et d'autres collègues sur l'hôpital, les directeurs et directrices d'hôpitaux, qui sont formés à n'avoir qu'une logique gestionnaire, mais qui sont aussi vraiment complètement surmenés, en fait, à devoir tout le temps gérer des trous dans tous les budgets, les noms de personnes, etc. Et donc, n'ont pas le temps d'aller physiquement voir les problèmes. Ils savent qu'il y a des problèmes, mais les problèmes leur parviennent dans des tableaux Excel. Donc, c'est une manière de les voir et de les résoudre, évidemment, un peu différente. Et pour garder le cas de l'hôpital, quand on a un problème avec un tableau Excel et qu'il faut changer une ligne comptable pour que tout cadre, c'est juste une manipulation sur un écran, alors que dans le réel, ça peut vouloir dire quelqu'un qui n'aura pas de soins, qui va mourir prématurément, ou qui va subir des conséquences terribles. Mais il y a cette médiation, finalement. À partir du moment où celui qui fait ce choix n'a plus aucun contact avec les conséquences, ça, c'est quand même un principe aussi de la science managériale néolibérale. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que ceux qui décident connaissent le métier, partagent l'expérience de ceux qu'ils managent, parce qu'ils vont avoir tendance, je ne sais pas si on peut dire stockholmiser, ils vont avoir tendance à comprendre ce qui se passe, et donc à ne plus appliquer les coupes, les rigueurs budgétaires. Et finalement, c'est une manière de pouvoir faire des choses terribles, faire des choses terribles aux gens, alors qu'ils vont garder finalement bonne conscience, ou ils vont le faire en toute bonne foi. Oui, et ce qui est plus grave encore, d'une certaine façon, c'est que ça s'inscrit dans l'objectivité de leur carrière, c'est-à-dire dans leur parcours de carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous arrivez à la tête d'un service, à un niveau relativement élevé ou même intermédiaire, qu'est-ce que vous faites ? Vous le réorganisez. Pourquoi ?
non pas parce que ça ne marchait pas auparavant, non pas parce que des économies n'avaient pas déjà été faites, parce qu'elles ont déjà été faites, bien, on va essayer d'en faire d'autres, mais enfin, c'est pas sûr que ça fonctionne, mais on réorganise, on fusionne des postes, on en crée d'autres, en réalité, on désorganise, objectivement, mais surtout, alors pourquoi le fait-on? Pour montrer très vite que l'on a travaillé à la rentabilité financière immédiate du service, que l'on a travaillé à la modernisation et qu'on y est relativement parvenu à se faire obéir, de telle sorte qu'on est remarqué soit dans la fonction publique par d'autres managers publics-privés d'un niveau un tout petit peu plus élevé, soit par une entreprise privée, et qu'on est ensuite débauché de son poste. La réorganisation prend à peu près 2 ans. Les gens partent sous 2 ans. Puisque considérer aujourd'hui que l'on reste en place 3 ans, 4 ans, 5 ans, fait de vous, dans les managers publics-privés, un has-been. Oui, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui suit ta carrière est ralentie, ta carrière fonctionne pas. Bon. Et donc, cette invisibilisation, cette façon de ne pas avoir est inscrite dans la circulation même des carrières à l'intérieur de la noblesse managériale publique-privée. Alors, ils ne voient pas quoi? Ils ne voient pas non plus, par exemple, la colère contre eux-mêmes des fonctionnaires d'en bas, des fonctionnaires qui appliquent. Bon, ils ne voient pas le serrement de gorge par exemple, Nadine, cette assistante sociale de secteur qui n'en peut plus de remplir des comptes rendus de son travail, tellement elle est cannibalisée par aujourd'hui ce qu'on appelle le reporting, hein, et qui ne peut plus effectuer son travail, qui était pour elle une vocation, d'aider par exemple à avoir un logement, et qui s'en va parfois aux toilettes tellement elle a envie de pleurer ou de crier, parce qu'en face d'elle, elle a des personnes qui n'en peuvent plus et qu'elle ne peut plus aider. Et ne pas voir cela est, d'une certaine façon, criminel. Alors, en effet, à l'intérieur des fonctionnaires qui pratiquent, il y a aujourd'hui, et c'est tout à fait neuf, un retournement de la colère contre ce qu'ils sont obligés de faire. Alors, on le voit pour les infirmières ou pour les aides-soignantes d'hôpital, hein, qui sont minutées en temps, 6-8 minutes maximum pour toiletter, décourager. Vous savez comment elles s'appellent maintenant? Elles appellent cette tâche VMC, visage vaincu, et elles se qualifient elles-mêmes de torche-cul. Et elles s'en vont. La fuite, dès qu'elles peuvent faire autre chose, elles partent faire autre chose. La fuite des aides-soignantes, des infirmières s'étend aujourd'hui aux urgentistes. Jusqu'où? C'est-à-dire à des professions qui sont bien payées, très qualifiées, et qui sont censées échapper... les urgentistes, quoi de plus essentiel. Juste revenir sur cette question d'invisibilité et sur une vraie surprise pour moi de discussion avec des élus qui sont venus dans la foulée du premier livre sur la double conscience de certains élus vaguement centristes, on va dire macronistes dits de gauche, macronistes pas dits de gauche, qui en fait écoutent quand même les personnes qui viennent dans leur permanence électorale et se rendent compte, comme un des élus du NFP, que ces permanences électorales sont parfois devenues le dernier guichet. En fait, des gens qui ne trouvent plus aucune forme d'accès aux services publics, on en revient un petit peu à l'ancien régime. Là, notre bon maître, le député du coin, va peut-être trouver la solution. Hein, et ça peut devenir du clientélisme ou ça peut être de l'accès très bien fait. Mais peu importe, ils ont conscience de la demande, ils ont conscience d'un certain nombre de problèmes. Et on a vu arriver l'automne dernier, notamment, coup sur coup, plusieurs émissions où on entend des députés de l'ex-minorité présidentielle, on ne sait plus comment il faut dire quand même, le nouveau management public, c'était vraiment pas bien. Heureusement que c'est fini. Parce que c'est fini. Et donc, ce qui m'a vraiment beaucoup frappé dans ces interactions, c'est à la fois une forme d'arrivée de la réalité via probablement des interactions avec leurs électeurs et électrices, en tout cas des personnes de leur circonscription, ce qui est quand même rassurant, quelque part, que les élus fassent quelle que soit leur formation, par ailleurs, et la plupart de ces élus sont des hauts cadres du privé, en l'occurrence, mais fassent contrepoids aux fonctionnaires en disant il y a des choses que vous n'avez pas vues, c'est normal que les élus fassent ça. Et dans le même temps, leur capacité à ignorer le problème, à le considérer comme résolu,
par des gestes de main, en fait. De dire, effectivement, depuis le Covid, il y a un retour de l'État, on ne sait pas où, on ne sait pas quoi, ou on a identifié que nouveau management public, c'était pas un terme connoté très positivement, donc on va dire que maintenant c'est fini. Et ça rejoint la question de l'évaluation purement chiffrée. Parfois, ils nous disent, en gros, ou ils disent, le problème est résolu parce qu'on a agi à une maille assez fine. Donc il y a plein de déclinaisons de ça. Là, ce qui me vient, c'est on a mis une maison France Service à moins de 30 minutes en voiture de tout le monde. Alors en plus, le chiffre est contesté. Mais même si c'est le cas, est-ce que tout le monde a une voiture? Est-ce que tout le monde a 30 minutes à passer? 30 minutes aller? C'est quand même pas rien. Tout ça, ça coûte de l'argent en essence. Est-ce qu'elles sont ouvertes tout le temps? Voilà. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on peut y faire concrètement? Et donc, on rejoint un peu la logique du tableau Excel. Et j'avais même entendu, lors de la campagne présidentielle 2022, ça commence à dater, mais un député d'un département rural évoquait un problème qui avait été réglé à la maille la plus fine, celle du département. Je ne sais pas si vous voyez la taille de la Saône-et-Loire, par exemple, mais c'est pas une maille très fine. Donc, c'est quand même des gens qui peuvent, dans le même temps, entendre des récits de souffrance, etc., essayer de les résoudre au cas par cas ou uniquement pour leur circonscription, et dans le même temps, rester convaincus par cette idée, on va mettre 1000 professionnels de ceci, cela pour toute la France. Du coup, pour la plupart des gens, ils vont être à 100 km. Donc, il y a une déconnexion qui est quand même liée à cette idée, on va mettre des chiffres, voilà, on va dire on va mettre 50 000 X ou 50 milliards de Y. Ça dépend, en fait, si c'est 50 milliards de quelque chose pour toute la population française, c'est pas forcément assez. Donc, ça rejoint cette question, je trouve, de l'évaluation chiffrée, où là aussi, j'étais très frappée en discutant avec des élus, ce qui m'arrivait pas fréquemment dans ma pratique d'historienne avant, d'entendre des parlementaires de gauche, pour le coup, dire il n'y a pas assez d'évaluation. Donc le problème étant que le mot évaluation ayant été très à la mode, on lui fait dire beaucoup de choses très différentes. Donc en effet, le vécu des fonctionnaires, on évoque dans ce livre par exemple des fonctionnaires de Pôle emploi, maintenant France Travail, changer les logos ça occupe aussi, qui sont obligés de réaliser un certain nombre de rendez-vous avec des entreprises par mois. Et donc, dans certains cas, arrivent à s'organiser collectivement pour dire, allez, on va aller parler 5 minutes à l'accueil dans la zone industrielle, là, ça va nous faire notre nombre d'entreprises, et on va plutôt faire des choses utiles pour le placement des chômeurs le reste du temps. Donc, il faut contourner les obstacles que l'administration se met à elle-même. Il arrive que des fonctionnaires construisant des collectifs à base syndicale ou autre arrivent à contourner ces obstacles. Cela dit, ça demande de l'énergie qui pourrait éventuellement être mieux employée. Donc, dans toutes les professions, y compris universitaires, de façon parfaitement dramatique à l'hôpital. On a des récits de cases à remplir, de passer plus de temps à raconter ce qu'on fait qu'à le faire. Donc on voit bien ce vécu d'une surveillance, d'un flicage en fait du travail des fonctionnaires au quotidien. Et pour autant, les députés n'ont pas tort de dire que les politiques publiques, certaines politiques publiques sont pas ou mal évaluées. En lien un peu avec notre objet, c'est quand même un des mérites tant de Lucie Castet, d'Anne-Laure Delatte et de beaucoup d'autres autour du collectif Nos Services Publics, autour de différents intellectuels, d'avoir ouvert la question des aides aux entreprises, par exemple. Et donc, c'est typiquement une dépense budgétaire extrêmement importante qui ne va pas à des fonctionnaires, qui ne va pas à des services publics et dont l'impact n'est pas sérieusement évalué. C'est un gouffre financier, effectivement, des centaines de millions, on ne sait même pas exactement. Justement, Anne-Laure Delatte les a chiffrés au mieux, mais jusque-là, la Cour des comptes, y compris, n'avait pas fait ce travail. Il a fallu que ce soit une économiste, dans le cadre de sa liberté de recherche, qui décide d'y passer du temps. Donc, c'est des dépenses énormes qui... on assimile toujours aux dépenses de l'État à services publics ou fonctionnaires qui ne relèvent pas des services publics ou des fonctionnaires, qui viennent en moins pour les services publics ou les fonctionnaires, qui ne sont pas du tout évalués. Et de la même façon, quand on parle d'évaluation de telle ou telle réforme, assez souvent, en fait, on dit qu'on va la faire, mais elle n'est pas forcément faite quand ce sont des réformes qui sont cruciales idéologiquement. Quand c'est de la réforme chérie de Gabriel Attal ou autre, assez souvent, on s'aperçoit qu'elle n'est jamais évaluée. Et puis, quand elles sont évaluées, là, on retombe aussi souvent sur cet aspect purement indicateur très, très simple. J'emploierais même pas le mot comptable, ce serait une insulte envers les compétences des comptables. On est sur des règles de 3, la plupart du temps, sur ces évaluations-là. Tandis que bien des sociologues
qui pratiquent le travail de terrain, des entretiens approfondis, voilà, qui font sortir la parole de populations qui n'ont pas forcément envie, par ailleurs Willy pourra en témoigner, de parler parce qu'elles ont honte, parce que c'est pas agréable, parce qu'elles n'ont pas les mots de tout ça, on pourrait envisager que Willy Pelletier fit l'évaluation de politique publique qui s'applique dans l'Aisne. C'est aussi de l'évaluation, ce qu'on raconte sur le vécu des personnes. Donc pour moi, l'évaluation, c'est pas nécessairement un gros mot. Le Parlement est en droit d'évaluer les politiques menées par le gouvernement. Il ne faut pas qu'elle soit à géométrie variable. Voilà, il faut je pense qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il y a trop d'évaluation, il faut spécifier. Comment elle est faite? Il y a trop de tableaux abstraits, généralistes, absurdes. Et on pourrait plutôt évaluer les politiques publiques à leurs résultats pour les administrer, tels qu'ils les disent. Apparemment, quand on évalue les coûts de ces recours au cabinet de conseil, qui sont absolument faramineux, ce sont des dépenses publiques au bénéfice de gens dans ces cabinets de conseil qui sont en fait des proches de ceux qui sont dans le public et qui leur vendent les marchés, enfin qui leur achètent, pardon, les services. Il y a quand même aussi une dimension au fond, pour dire la chose tout simplement, enfin on pourrait appeler ça tout simplement la corruption. Au sens où les dépenses publiques sont faites, je le disais, auprès de prestataires dont les prestations sont pas évaluées correctement et sont beaucoup moins efficaces, mais qui sont proches, qui ont des conflits d'intérêts à terme ou même simultanément avec les gens qui sont dans l'État. Ça fait quand même partie aussi pleinement de ce système. Oui, alors c'est plus compliqué que la corruption. C'est des échanges de services qui autorisent ensuite des va-et-vient ascensionnels pour les carrières, en fait. Je te donne, donc tu me soutiendras auprès d'eux, etc. Mais pour revenir sur ce que disait Claire, si je puis me permettre, qui est extrêmement important, c'est cette question de les derniers guichets des services publics deviennent maintenant les permanences des députés. Le problème, c'est que nous avons quand même près de 150 députés Rassemblement National. Et donc, ce qui va s'opérer, c'est, via ces députés, une clientélisation de pans entiers de gens sans ressources, qui vont se trouver comme miraculés par l'aide qu'on leur donne, puisqu'ils n'ont plus d'aide ailleurs. On voit les effets d'implantation, puisque chaque personne clientélisée en clientélise d'autres, les effets d'implantation du Rassemblement national que ce démantèlement objectif des services publics induit. Clientéliser, c'est-à-dire faire entrer en dépendance. Faire entrer en dépendance. Bon, et ensuite, comment dire, faire voter de façon en cascade, etc., etc. Alors, sur l'évaluation des politiques publiques, il y a vu cette où Claire était aussi, et Lucie Castet également, ce colloque organisé par Clémentine Autain à l'Assemblée nationale extrêmement intéressant, où a été suggéré un autre type d'évaluation qu'il faudrait tout de même maintenant, et j'espère que Lucie Castet nous y aidera, développer, c'est-à-dire une évaluation par ceux qui subissent les coûts de ce démantèlement des services publics. Alors, ça permettrait que, par ailleurs, leur colère, leur fureur s'expriment de façon productive, au lieu que ça ne tourne au pugilat parfois physique contre les agents des services publics. Mais on comprend les gens qui attendent des heures pour n'obtenir rien et qui sont traités, on parlait des maisons France Service, comme des dossiers. Alors que dans l'Aisne, par exemple, pour aller à une maison France Service, je vous assure, les gens roulent en mobilette. Parfois, ils se déplacent même à pied entre les villages. On les voit avec leurs sacs de courses, etc., sur leur départementale. Depuis 6 mois, 8 mois, c'est ça. Hein, bon, pour aller aux maisons France Service en mobilette, vous en avez pour 3 quarts d'heure, 1 heure. Allez! Pour ensuite vous faire traiter comme un dossier par une personne qui sera devant vous en ce qu'on appelle front office, mais qui a pas les compétences, bien évidemment, pas à la fois en droit fiscal, en droit de la propriété foncière, etc. Bon, de l'aide au logement. Bon, et donc qui va constituer un dossier qui sera transmis à quelqu'un qui a les compétences derrière, en disant vous revenez dans 1 mois, 2 mois, et puis vous aurez un résultat généralement négatif d'ailleurs. Vous avez
perdu beaucoup de temps, vous avez espéré un peu, mais surtout, rendons-nous compte. Auparavant, nous avions des personnes qui parlaient à des fonctionnaires de personne à personne. Et maintenant, nous sommes réduits, quand on a accès, quand on est de milieu populaire, nous sommes réduits à n'être que des touches sur une borne numérique qu'on ne sait généralement pas utiliser, donc on est mis en honte, on est mis en culpabilité, donc on explose. Ou bien réduit à être une feuille de papier, un dossier, ensuite travaillé par un algorithme. Que les gens pètent un câble, oui, alors il faut une autre évaluation, et je termine par là, mais il faut une autre évaluation qui soit à partir de conférences locales des besoins. Conférences locales des besoins de services publics. Où là, en effet, on aurait un peu sérieusement un état des lieux, un diagnostic, par ailleurs qu'on peut imaginer agrégé, secteur par secteur, sur la situation des services publics, leur performance et ce qu'ils font endurer aux gens qui n'ont rien. Et tout ça, ça implique quand même qu'il y ait une bonne volonté au-dessus, c'est-à-dire un souci réel. Non, mais ça c'est ces conférences locales des besoins. Pardon, Julien, mais c'est une initiative que l'on peut prendre ensemble à quelques-uns. Mais pour que ça ait des effets, il faut un rapport de force. Malheureusement. Il faudra un rapport de force. Et il y a normalement des structures d'organisation collective, les partis politiques par exemple, mais aussi les syndicats qui sont chargés de représenter les intérêts et de peser, encore une fois, dans un rapport de force, sans lequel, c'est malheureusement l'essence de la politique, sans lequel certains intérêts qui ne peuvent pas peser ne sont pas représentés. C'est compliqué parce que les syndicats sont victimes aussi de la multiplication des statuts. Dans les agents publics, il y a eu de la contractualisation, il y a de la CDIsation aujourd'hui par en haut, etc. C'est compliqué pour les syndicats d'arriver à représenter toutes les catégories. Il y en a qui n'ont pas l'habitude, il y en a qui sont vraiment prêts à le faire, mais les contractuels ne se sentent pas nécessairement concernés. Il y a des jalousies construites explicitement. Hein. C'est un des buts de cette multiplication des statuts, c'est aussi d'empêcher de faire collectif au sein des services. Ça n'a pas facilité la tâche des syndicats. Néanmoins, cette expertise sur comment ça se passe mal, aujourd'hui, et cette évaluation des besoins, elle est en partie pour le côté des agents publics, produite par les syndicats, hein, qui ont été une de nos sources pour nos 2 livres d'information. Les syndicats, dans chaque métier, font un travail remarquable de faire remonter les problèmes, mais les problèmes tels que perçus par les agents, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas aux problèmes des usagers, mais c'est leur perception. Je pense que les syndicats, c'est compliqué pour eux d'apprendre à mobiliser les usagers. Là, c'est peut-être aussi des habitudes de communication, mais j'étais toujours frappée, moi qui suis très usagère de transport en commun au quotidien, à quel point les cheminots, alors on n'est pas dans les fonctionnaires, mais on est dans les services publics, communiquent peu lorsque leur lutte, en réalité, porte sur des choses qui peuvent concerner tout le monde, fermeture de gare, entretien des trains, etc. Je ne sais pas si c'est une pudeur ou quoi, mais évidemment, du coup, ça laisse le champ libre au discours de cheminots, alcooliques, paresseux, etc., dès lors qu'il y a une grève. Mais on ne peut pas demander aux syndicats de faire tout le travail. Le point, c'est aussi, est-ce qu'on peut faire émerger une parole des usagers ? Et c'est compliqué. Historiquement, les associations d'usagers de transport, par exemple, étaient toutes petites et très anti-syndicales. Les associations de parents d'élèves sont tout à fait dynamiques et produisent du travail intéressant sur les fermetures de classes, mais qui sont très locales. Il y a eu des magnifiques mobilisations contre les fermetures d'hôpitaux et de maternités qui parfois ont gagné ou n'ont pas encore perdu. Hommage à Carré-Plouguet en Bretagne notamment, même si c'est dur et qu'on leur ferme leurs urgences, etc. L'été, et c'est pas encore fermé, mais elles sont pas reliées entre elles. Alors qu'elles ne soient pas reliées entre elles géographiquement, c'est pas forcément un problème parce que je crois pas mal, comme Willy, au salut par l'échelle locale. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut construire de la transversalité entre ces luttes ? Parce que les syndicats sont quand même là avant tout pour défendre les salariés du public dans un métier ou dans un secteur. On ne peut pas demander aux syndicats tout seuls de porter la transversalité entre tous les services publics et de porter aussi la voix des usagers. Et c'est compliqué de décréter qui va parler pour les usagers. C'est vrai, est-ce que vous décriviez de la souffrance ? Mais ça peut être un rôle pour les élus, en tout cas. Il me semble, là, il y a un vrai rôle des élus locaux, et certains et certaines s'en sont en partie saisis, hein, d'ailleurs, d'essayer de susciter des paroles d'usagers aussi, de les mettre ensemble avec les syndicats,
de dire vous n'êtes pas forcément des ennemis, et s'il y a des tensions, on va parler d'où ça vient, y compris ça vient du financement. Oui, il faut une alliance neuve. En fait, le moment historique où nous sommes, qui est un point de basculement, ce sera, pour aller vite, la somme des colères qui servira le Rassemblement national, la haine des fonctionnaires par les milieux populaires que les fonctionnaires aident, et qui sont les seuls à pouvoir aider, ou bien des conférences locales des besoins, qui permettront de reconstruire les services publics. Et dans le cadre de cette alliance neuve, les syndicats sont absolument, évidemment, incontournables et centraux. L'alliance neuve de qui? Des syndicats. Bon, je pense notamment à la CGT, à la FDSP, Natosha Pomey, à l'UFSE avec Christophe Delcourt, qui sont, je crois, totalement partants pour cette aventure et qui d'ailleurs avaient participé au financement du premier livre, mais aussi Benoît Test à la FSU et Solidaire, bien évidemment. Alliés à des universitaires, des historiens et des sociologues, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a des problèmes médicaux, généralement on fait appel à des médecins pour avoir au moins un diagnostic, mais quand on a des problèmes sociaux, on ne fait jamais appel à des sociologues, jamais. Bon, on fait appel à des économistes, mais à des sociologues, jamais, à des historiens, très peu. Donc ça pose un certain problème. Et puis, avec des élus. Je parlais tout à l'heure de l'initiative à l'Assemblée nationale avec Clémentine Autain, mais aussi beaucoup d'élus locaux. Alors, comme Claire l'indiquait, indépendamment des étiquettes, parce qu'ils se prennent en pleine figure cette suppression en cascade des services publics, parce que un fermé signifie un autre, puis un autre, puis un autre. Je crois à cette alliance neuve, il n'est pas trop tard, mais si on fait trop tarder, alors ça basculera du mauvais côté. Merci beaucoup à l'un et l'autre, Claire Lemercier, Willy Pelletier, co-auteur avec Julie Gervais, donc de 2 ouvrages. D'une part, une somme collective sur la valeur du service public, et d'autre part, ce petit livre, qui est lié évidemment au premier, autour de la haine des fonctionnaires. Merci encore. Merci. Merci.